Sarah Olling, bonjour. Bonjour. Et merci donc, nous sommes sur les remparts de Vannes et on va parler du petit dernier, mais avant tout, faisons un petit tour d'horizon. Journaliste, chargé de mission au Centre historique de la Résistance et de la déportation de Lyon, comédienne, auteure de 5 romans et de 2 pièces de théâtre. Qui êtes-vous, Sarah Olling? Je suis la somme de tout ce que vous venez de dire et finalement on ne se réduit pas à ce que l'on a fait ou ce que l'on a produit. Je pense plutôt que c'est un chemin de vie, c'est un chemin d'existence. Je parle sur les plus de 30 ans sur lesquels je travaille de façon artistiquement sur la transmission des mémoires. Par le théâtre entre autres, justement la posture de comédienne a été au départ une façon de m'exprimer sur comment est-ce que l'on peut faire passer une tragédie aussi violente que celle qui a percuté ma famille, puisque je suis fille de déportés, mais qui a percuté aussi le monde entier. Et comment est-ce que l'on peut faire en sorte que ce que l'on transmet, vous me demandez qui je suis celle qui essaye d'être un jardinier d'espérance pour les jeunes générations. Je pense que c'est ce que je pourrais dire et qui pourrait me résumer. En faisant le devoir mémoriel, dire plus jamais ça. En résumé. J'aimerais puissamment que ce que vous m'exprimez là, le plus jamais ça, puisse être incarné quand on voit ce qui se passe en Ukraine actuellement, en Afghanistan ou ailleurs, la régression qu'il peut y avoir dans des pays qui étaient des pays démocratiques. Là, je parle de l'Ukraine, hein, bien entendu. Modestement, ce n'est peut-être pas le plus jamais ça que je voudrais incarner, c'est substituer à une parole délétère, à des propos qui sont des propos négationnistes, substituer une parole vive par le témoignage. Et j'ai compris en fait que c'était par le biais artistique que cela pouvait passer, parce que pour les jeunes générations auxquelles je m'adresse le plus souvent, on ne peut pas transmettre la mort, on ne peut pas transmettre ces propos. Le ressenti et voilà. Le vécu. Donc on peut simplement leur proposer quelque chose qui soit facteur d'espérance et d'avenir. Par le biais d'une découverte et des mots sur la situation. Poser des mots et surtout poser des actes. C'est la raison pour laquelle donc, ce 5e roman qui va paraître aux éditions, enfin, à Donjon Éditions, est un roman, je n'ai pas pris le propos d'un témoignage, j'aurais pu le faire. Effectivement, mais ce n'est pas un témoignage. J'ai voulu créer un récit mémoriel certes, mais un récit qui part du postulat de quelqu'un à qui il est arrivé un chaos de l'histoire et qui l'a complètement détruit, mais qui aussi ouvre sur l'espérance. Donc c'est tout le chemin, partir du chaos pour arriver à l'espérance. Substituer partir d'hier pour arriver à demain. Substituer Thanatos pour transformer en Eros. Non la mort, mais la vie. Voilà le qui je suis. Voilà. Dans vos écrits, vous mettez quand même toujours effectivement des mots sur cette période dramatique d'il y a à peu près 70 ans, 80 ans. Est-ce malgré tout pour établir une passerelle entre les générations? Ce n'est que cela. Très objectivement. Ce n'est que cela parce que je suis donc ce que l'on nomme la 2e génération et je dis que je ne suis pas une fille de victime. Non. Mon père était une victime et je ne suis même pas une victime par procuration. Mais je pars de ce postulat que je suis réceptacle d'une mémoire. On parle beaucoup d'épigénétique en ce moment. On dit, on est en train de travailler, les scientifiques travaillent sur cette mémoire génétique, sur cette mémoire fétale. À partir du moment où vous êtes le produit d'une faille historique, d'un chaos, que ce soit la Shoah d'ailleurs, ou que ce soit... parce que je parle au nom de toutes les mémoires, je mets bien un S à mémoire. À partir du moment où vous avez cette trace mémorielle en vous, que vous naissez avec cette trace, qu'est-ce que vous faites de ce chaos historique, de ce chaos familial? Vous essayez d'en faire de déconstruire finalement ce chaos pour arriver jusqu'à, non pas une forme d'ordre, mais à quelque chose qui soit à peu près harmonieux. Une reconstruction. Et la littérature est un biais, véritablement. En tout cas pour moi elle l'est, que ce soit la littérature dramatique, donc pour les pièces de théâtre, je suis dramaturge, que celle donc pour Au nom des oiseaux, pour laquelle nous sommes en train de... Romancière. Voilà, romancière, tout à fait. Passerelle, voilà. On est vraiment dans la notion de passerelle. Voilà. C'est normal parce qu'en réalité, étant la 2e génération, on porte en réalité le poids de la génération précédente qui était très vivante, qui a bercé notre enfance. Et il est peut-être temps dans la situation internationale actuelle de tout faire de manière à ce que ça se reproduise le moins possible. Nous sommes tous, enfin nous, que ce soit les artistes, enfin tous ceux qui veulent justement, qui sont des
des éveilleurs de conscience. Moi je dis que je suis un veilleur et un éveilleur. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de ce que nous savons. À partir du moment où nous savons, nous devenons acteurs et responsables. Si nous ne faisons pas passer ce que nous savons par l'art, par la littérature, par quoi que ce soit d'autre, là nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Moi je ne veux pas qu'un jour on puisse dire « toi tu savais, tu n'as rien fait ». Tu n'as rien dit. Et tu n'as rien dit surtout. Et cette parole vive, elle s'adresse... Bon, je donne des conférences aussi bien dans les écoles de commerce que dans d'autres lieux, mais principalement ma thématique et ma force et ma lumière, ce sont les jeunes générations. Ce sont les collèges et les lycées dans lesquels j'interviens. J'ai créé ce concept artistique avec un comédien qui s'appelle Conscience en convergence. Et c'est bien, si on prend le sens littéral de conscience en convergence, c'est bien cela. Nous sommes conscients et nous devons converger vers quelque chose qui soit de l'ordre du passage, de la passerelle justement. Oui, justement. Comment réagissent vos auditeurs en général? Comment ils réagissent? Est-ce qu'ils découvrent? Parce que c'est vrai que ça fait 2 générations avant, voire 3 suivant l'âge. Est-ce qu'ils découvrent? Est-ce qu'ils sont surpris, intéressés? Cette génération, la génération des, on va dire des collégiens, très étrangement, commencent à s'intéresser à ce qu'il se passe dans leur histoire. J'interviens souvent dans des lieux où il y a eu des strates de population qui viennent de l'étranger, qui viennent d'ailleurs. Et je leur dis toujours, moi je suis un produit de l'exil, ma famille était chassée de Pologne, de Russie, nous étions ce que l'on appelait les Juifs de Staline, donc du mauvais côté, toujours du mauvais côté. Donc nous sommes des porteurs, donc nous sommes des exilés, donc des porteurs finalement de mémoire ancienne. Et nous pouvons avec la jeune génération faire sens, parce que justement eux aussi sont porteurs de mémoire de leur famille. Je trouve que les livres d'histoire commencent enfin à en parler de façon objective. Et c'est au travail des enseignants. Moi je suis en contact, je travaille avec des professeurs de français, des professeurs d'histoire, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs à Vannes avec des intervenants, où quelque chose est en train de se créer. Je trouve que c'est extrêmement fort parce que c'est un travail commun. La passerelle elle est là aussi. Oui bien sûr, elle est dans les deux sens. Voilà, l'équipe pédagogique avec les enfants. Et comment ils me reçoivent? Mais c'est magnifique, si vous saviez les retours que j'ai. J'ai des témoignages, j'ai des lettres, j'ai des mails. À chaque fois que j'interviens quelque part, je laisse toujours mon mail de façon à ce que les élèves puissent réagir. Et il se passe des moments de rencontres hors champ, hors mots normés, qui est extraordinaire. Des liens, finalement. Bien sûr. Des liens qui se créent. Ce n'est que pour cela que je le fais d'ailleurs. Ce n'est pas un travail ce que je fais. Ce n'est pas un travail. C'est une mission. C'est vraiment dans ce sens-là que j'entends. C'est une mission et un besoin. Je dirais un petit peu comme toute mission. C'est une nécessité vitale pour être debout. Mon père avait une expression extraordinaire qui est de l'allemand mais qui est aussi du yiddish. Il disait il faut être un mensch. Un mensch c'est quelqu'un qui a la tête dans les étoiles et les pieds ancrés, qui est un être qui est incarné et incarné en humanité. Voilà. Parlons du petit dernier justement, Au nom des oiseaux. C'est un titre qui interpelle. Les oiseaux, on suppose que c'est le messager de la liberté, qu'il y a toujours, même dans les pires chaos, le chant des oiseaux. Enfin, on peut citer René Char, comme a fait Gérard Netter, le préfacier. On peut citer René Char, mais ces oiseaux, pour mes personnages, en tout cas pour Jan Holman, le très vieil homme, qui est le personnage principal, ce sont les messagers entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Jan Holman a laissé un chaos. Ça aurait dû être le plus grand chef d'orchestre de tous les temps s'il n'avait pas donné son premier concert à Berlin en 1937 devant un parterre de nazis alors qu'il était un jeune juif, donc qui venait de l'école de musique de Vienne en Autriche. Et c'est à partir de là, à partir de ce concert, où toute son existence, alors qu'il a 17 ans, va se déliter, bascule. Et je ne vais pas spoiler le roman, mais on connaîtra son secret qu'à la fin du livre. Mais ce vieil homme refuse de parler aux humains parce qu'il estime que la parole des humains a été démonétisée, on va dire. Voilà. Donc les oiseaux sont ces messagers, qui portent les mots avec ses absents, tout simplement. Et ce roman parle de comment on arrive du chaos originel dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de cet homme dont la vie a été détruite. On voyage dans le temps avec ce livre aussi, parce que je remonte le temps par une trame épistolaire aussi par moment. Et on va arriver jusqu'à la lumière par un personnage qui est Daniel, qui sera celui qui va porter la lumière. Mais j'en dirai pas plus. Non, parce qu'autrement après, ça ne sert plus à rien d'acheter le livre. Exactement. Ouais. Mais le titre, pourquoi ce titre? Au nom des oiseaux.
C'est parce que c'est en leur nom, ces messagers. Ces messagers doivent être porteurs d'espérance. Encore une fois, on est toujours dans cette notion d'espérance. Je vous parlais tout à l'heure du fait que j'essayais d'être un jardinier d'espérance. Yann Oldman, à Villers-sur-Mer, au bord de la mer, jette des graines à ses oiseaux. On le prend pour un fou. Lui, il s'adresse aux oiseaux parce qu'il est persuadé que sa parole va voler. Va voler. Et puis on est à Vannes. On est à Vannes, la mer. La mer est omniprésente en fait dans l'histoire. C'est logique aussi. C'est logique aussi. C'est mon opinion. C'est logique parce que la mer va et vient. C'est le ressac. Voilà. Tout à fait. C'est le ressac. C'est logique. Donc elle balaye tout sur son passage. Elle peut d'un instant à l'autre recréer la lumière comme arriver au chaos. Elle peut être tempête, elle peut être paisible, elle peut être sereine. Je dirais l'océan. L'océan. Principalement, parce que certains puristes vont dire « Ah oui, mais la Méditerranée a moins de problèmes. » Bon, alors on dit l'océan. On dit l'océan. La couverture est magnifique. Pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? Mais pourquoi pas? Et que dire, justement? Pourquoi ce livre? Ce livre est le plus important de tout ce que j'ai écrit. Et encore une fois, je remercie Donjon Édition, mais vraiment très fortement. Parce que ce livre, j'aurais pu le faire publier ailleurs, certes. Mais j'ai un lien avec Vannes, à travers une personne qui nous a mis en relation. J'ai un lien avec Simone Veil, grâce à la personne qui nous a mis en relation. Voilà, Simone Veil que j'avais rencontrée aussi, dont acte. Ce livre est les porteurs d'un projet immense. C'est le projet d'une vie dans ce livre. Il y a ce livre, Au nom des oiseaux. Il y a la pièce de théâtre, Dieu riait, dont j'ai fait, c'est une adaptation d'Au nom des oiseaux. Autour de ce livre et de cette pièce, il y a la création de Conscience en convergence. Ce livre porte toutes les mémoires. Ce livre va dans les collèges et dans les lycées. C'est ce qui va peut-être se passer ici. Enfin, c'est en construction aussi à Vannes. Ce livre est celui qui est porteur, justement, de tout mon travail mémoriel à travers un roman, c'est-à-dire qu'il est accessible au lecteur. Léger. Moins ardu. Voilà. Pas plus léger, mais moins ardu. C'est un roman et en même temps, il contient des mondes. Un message d'espérance. Ce n'est que cela. Ce n'est que cela. Beaucoup d'émotions à la lecture de ce livre. Certains s'y retrouveront, certains comprendront peut-être mieux une situation actuelle qui a l'air un petit peu lointaine. Finalement, on porte encore beaucoup de stigmates et d'autres générations vont encore en porter quand on voit ce qui se passe, notamment en Ukraine. Je dirais oui, c'est pas un manuel d'histoire, ça n'a rien à voir, c'est une rencontre. C'est un échange. Quelqu'un un jour m'a dit, dont je ne cite pas le nom pour l'instant, mais qui m'est très cher, que ce livre était sacré. C'est-à-dire qu'il devait se transmettre. Et c'est pour ça que je suis très fière que Donjon Édition ait repris ce livre pour pouvoir le porter. Je pense qu'il ira là où il doit aller. J'ai oublié quelque chose de très important, on n'en a pas parlé. Ce livre aussi est porteur d'une musique. C'est le seul opéra de Beethoven, c'est Fidelio, qui est toute la trame du livre, qui est la trame de la pièce de théâtre aussi. Lorsque l'on monte des spectacles avec des collégiens, c'est Fidelio qui arrive. C'est l'histoire aussi d'un monde musical englouti. C'est l'histoire de cette école de musique de Vienne, de Krems, de ce monde de Strauss, de Furtwängler, de Otto Klemperer, de ces grands musiciens et de ces grands chefs d'orchestre. C'est là-dessus qu'on va conclure. Avec bonheur. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie infiniment.